Donc, je me présente Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, président du groupe écologiste Solidarité et Territoire ici au Sénat. Je vous propose qu'on commence. Désolé pour le petit retard, mais on a un petit souci de visio. Et comme ce colloque, du coup, peut être suivi en visio, c'est mieux que tout fonctionne. Donc, on espère que ça va pouvoir être le cas très rapidement. Mais je vous propose que, pour ne pas perdre de temps, on démarre tout de suite. Donc, Madame, Messieurs, Monsieur le Président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, Monsieur le Président de l'Agence Bio, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs les intervenantes et intervenants, d'abord, merci d'avoir répondu présent dans un délai si bref pour participer à ce colloque sur l'avenir de l'agriculture biologique. Nous sommes nombreux et nombreuses à penser ici qu'il représente le seul avenir possible de l'agriculture, et j'espère que ce colloque permettra de convaincre celles et ceux qui ne le pensent pas. J'entends souvent ici, et particulièrement ici au Sénat, ces dernières semaines, qu'il ne faudrait pas opposer deux modèles. Moyen détourné, souvent, d'affirmer que le modèle dominant, souvent nommé conventionnel, doit le rester. Je pense au contraire que notre responsabilité politique est d'accompagner un modèle qui a montré toutes ses limites vers un autre plus respectueux des femmes, des hommes, de l'environnement et du vivant, tout simplement promouvoir la bio pour justement sauver l'agriculture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à formuler une excuse généralisée de vous avoir convié aussi tardivement. Je m'excuse auprès de celles et ceux qui n'ont pas pu venir ou qui auraient préféré être dans la salle plutôt qu'en visioconférence, en espérant qu'elle fonctionne. Je m'excuse également auprès de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas été invités en bonne et due forme, celles et ceux qui auraient pu intervenir et que nous n'avons pas sollicité. Parce que si l'idée de ce colloque nous trotte dans la tête depuis l'été, et si la salle est réservée à cet effet depuis l'automne, l'actualité politique très chargée, séquences budgétaires intenses, censure du gouvernement Barnier, nomination du gouvernement Bayrou, loi d'orientation agricole et j'en passe, ont quelque peu chamboulé nos plans. Nous avons d'abord imaginé le reporter à une date ultérieure, mais la majorité sénatoriale en a voulu autrement, en tentant, avec la bénédiction de la ministre, il faut le dire, de supprimer l'agence bio lors du débat budgétaire, et donc ce colloque devenait évidemment incontournable. La violence de cette charge politique contre l'ensemble de l'agriculture biologique, l'ensemble des producteurs et productrices, l'ensemble des acteurs et actrices de ces filières, de sa distribution, a été un véritable électrochoc. Nous ne découvrons hélas pas le désintérêt des pouvoirs publics pour l'agriculture biologique. Emmanuel Macron, à peine élu président, supprimait les aides au maintien de la bio dès l'automne 2017. Et depuis bientôt 8 ans, les efforts entrepris sous le quinquennat de François Hollande sont gommés petit à petit. À l'exception notable des dispositions de la loi Egalim relatives à la restauration collective, encore faudrait-il atteindre les objectifs, les victoires ont été, on peut le dire, assez rares. Pourtant, malgré ce manque d'accompagnement des pouvoirs publics, entre 2017 et 2022, la bio a poursuivi sa progression de 1,7 à 2,8 millions d'hectares de surface agricole utile, cultivés en bio ou en conversion. Avec la crise économique et l'inflation consécutive à la pandémie et à l'invasion de l'Ukraine, nous avons tous ressenti le ressac en 2023. C'est en réalité l'ensemble du monde agricole qui connaît un nouvel épisode violent de la crise lancinante qu'il traverse depuis des années. Comme dans tous les secteurs d'activité, avec la montée des populistes d'extrême droite en toile de fond, le monde agricole connaît actuellement un épisode de repli sur soi et de retour en arrière dramatique. Les derniers débats ici au Sénat l'ont hélas parfaitement illustré. Les récents résultats des élections aux chambres d'agriculture et la progression spectaculaire de la coordination rurale, syndicat proche de l'extrême droite, ne nous rassurent pas plus. Le syndicat majoritaire et sa ligne productiviste sont affaiblis, mais il reste encore à convaincre pour construire une réelle alternative et éviter de sombrer dans le populisme. Nous constatons cette régression et ce repli partout dans le monde et en France, qu'il s'agisse des résultats électoraux, de l'état de nos démocraties, de la vigueur des états de droit, de la qualité du débat public, du combat pour le progrès social, des efforts de transition énergétique, de l'adaptation au changement climatique ou même de la protection de la biodiversité.
Nous sommes en parfaite position, ici au Sénat, pour sentir ce vent mauvais à chaque nouvelle loi qui passe. Les victoires sont très rares en ce moment, et en matière écologique, elles sont, on peut le dire, presque inexistantes. S'agissant de l'agriculture, nous clôturons une séquence particulièrement déprimante ici au Sénat. Je prends mon collègue Daniel Salmon, notre chef de file agriculture à témoin, et j'en profite pour le remercier vivement d'avoir bien voulu organiser ce colloque avec moi. Le Sénat adoptera demain en début d'après-midi sa version du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, qui ne renouvelle en réalité strictement rien et qui n'a de souveraineté que le nom. Si la version de l'Assemblée nationale évitait soigneusement de traiter les principaux maux du secteur agricole, revenus paysans, accès au foncier à l'installation, régulation du libre-échange, renouvellement des générations, transition agroécologique, celle du Sénat, on peut le dire, est carrément rétrograde et insulte le droit lui-même. Jamais, et je peux le dire depuis 7 ans que je suis sénateur, je n'avais vu notre Assemblée sciemment écrire la loi aussi mal. Violation de la Constitution, violation du droit européen, rédaction juridiquement hasardeuse, tout cela, évidemment, source de contentieux à venir. La ministre de l'Agriculture a sciemment et de manière irresponsable laissé le rapporteur du Sénat, Laurent Duplon, écrire son texte avec une vision très personnelle du droit. S'il n'y avait pas grand-chose pour la bio dans le texte de l'Assemblée nationale, essentiellement un objectif non contraignant d'atteindre 21% de la surface agricole cultivée en bio d'ici 2030, les choses sont simples au Sénat, il n'y a plus rien. Et quand je dis plus rien, c'est encore pire que ce que vous pensez. Les rapporteurs du Sénat se sont méthodiquement appliqués à supprimer chaque occurrence des mots « transition agroécologique ». Le texte sorti de la Commission des affaires économiques ne comportait plus que 2 occurrences à l'article 1, l'article programmatique, sans portée normative, en prenant évidemment soin de supprimer les objectifs chiffrés. C'est à peine mieux dans la version du texte après son passage en séance publique. Plus de mentions, notamment dans les orientations des politiques publiques, comme dans les objectifs de la formation et de l'enseignement de professions agricoles. Cette réécriture du texte s'est effectuée avec un consensus très large, allant des macronistes aux républicains. Autre motif d'inquiétude, les débats ont été empreints de climato-scepticisme de la part de l'ensemble de la droite et de la ministre quant à la contribution de l'agriculture au changement climatique et aux besoins d'adaptation. Ce déni du consensus scientifique s'est entendu aussi aux discours et aux dispositions proposées vis-à-vis de la perte de biodiversité et de l'impact des produits phytopharmaceutiques sur l'environnement et la santé. Le Sénat a encore aggravé les dispositions de l'article 13 qui supprime la responsabilité pénale pour les destructions environnementales si leur intentionnalité n'a pas été prouvée. Mesure qui ne s'applique pas que aux agriculteurs, mais hélas à toutes les activités économiques. Et clou du spectacle, le Sénat a adopté contre l'indépendance même de l'ANSES et nos engagements européens un principe de non-interdiction des produits phytosanitaires sans alternative. Nous verrons ce qui ressort de la commission mixte paritaire qui devrait se tenir demain après-midi, mais vous aurez compris que l'heure n'est pas tout à fait à l'optimisme. Pire encore, et après je vous le promets, j'arrête, nous avions examiné juste avant la loi d'orientation agricole, la loi Duplon, relative à la levée des contraintes du métier d'agriculteur, texte qui revient ni plus ni moins sur la séparation de la vente et du conseil en matière de pesticides, réautorise 3 substances néonicotinoïdes, redéfinit pour affaiblir leur protection les zones humides et autorise l'accaparement de l'eau en favorisant la création de méga-bassines. La droite sénatoriale est coutumière de cette stratégie que je qualifierais de jeter de spaghettis en fin de cuisson sur le mur pour voir ce qui colle, en l'occurrence ce que le gouvernement va reprendre. Malheureusement, corrigeant les pires scories anticonstitutionnelles et contraires au droit européen, la ministre s'est engagée à conserver la quasi-totalité du texte et à le transmettre à l'Assemblée nationale. Voilà donc où nous en sommes. Voilà ce que défendent la FNSEA et la coordination rurale. Voilà ce derrière quoi court le gouvernement. La suppression de l'Alliance bio n'est que parfaite logique dans cette tendance complètement rétrograde. Je disais tout à l'heure que l'agriculture bio prospérait sans accompagnement public. C'est désormais avec un très fort vent de face qu'il va falloir avancer.
C'est pourquoi il nous est apparu indispensable d'organiser justement ce colloque sur l'avenir de l'agriculture biologique entre l'examen de la LOA au Sénat et à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture. Organiser ce colloque tout simplement pour se retrouver et se serrer les coudes. Organiser ce colloque pour résister face aux bourrasques, pour réfléchir et partager idées, visions, expériences et bonnes pratiques. Organiser ce colloque tout simplement pour se redonner de l'espoir et du cœur à l'ouvrage. Permettez-moi de remercier une nouvelle fois mon collègue Daniel Salmon, de remercier chaleureusement la Fédération nationale de l'agriculture biologique pour sa participation essentielle, pour l'énergie de ses équipes et tout particulièrement de sa déléguée générale Sophia Magnoni, sans qui, on peut le dire, ce colloque n'aurait pas pu voir le jour. De remercier également toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son organisation, de remercier nos intervenantes et intervenants qui se sont mobilisés au pied levé et nous viennent presque des quatre coins du pays. De vous remercier toutes et tous ici présents ou en visioconférence, de consacrer tout ou partie de votre journée à ces échanges. Ce colloque a été organisé, je l'ai dit, en moins d'un mois. Il y a certainement des imperfections, mais je veux remercier chaleureusement mes équipes et celles de Daniel Salmon pour l'engagement et la passion qu'ils y ont consacré. Nous avons, je le crois, un magnifique programme devant nous. Je remercie au préalable Juliette Duquesne, journaliste, indépendante, autrice, conférencière, qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur l'agriculture et sur l'eau, et qui a bien voulu officier aujourd'hui comme grande témoin, qui suivra assidûment l'ensemble des échanges pour nous en faire la synthèse et ouvrir quelques perspectives en conclusion. Je remercie Philippe Camburé, président de la FNAB, qui complétera cette introduction en vous dressant des perspectives, je n'en doute pas, bien plus réjouissantes que le noir tableau que je viens de dresser. Nous enchaînerons ensuite avec une première table ronde consacrée à la production agricole. Pour chaque table ronde, je laisserai le soin à nos animateurs et animatrices, que je remercie également, encore Daniel Salmon, Delphine Ducœur-Joly et Vincent Rosé, de nous présenter comme il se doit à nos intervenants et intervenantes. Pour cette table ronde, nous avons voulu nous projeter sur la problématique de la productivité et apporter des réponses à la principale critique souvent formulée contre la bio, l'insuffisance supposée de ses rendements et sa capacité à nourrir l'humanité. Nous connaissons les zones de force de la bio, maraîchage, polyculture-élevage, viticulture, petite exploitation bien implantée dans leur territoire et vendant en circuit court. Nous n'en parlerons pas ou peu ce matin. L'objectif de la table ronde est notamment de s'attaquer sur l'enjeu productivité de l'agriculture biologique et l'enjeu de la conversion des grandes cultures qui était justement l'objectif de l'actuelle PAC. Nous évoquerons l'avenir des produits phytosanitaires dans l'agriculture en général et la nécessité économique de nous en passer. Nous y envisagerons les enjeux de bouclage de cycle, de fertilisation en bio des grandes cultures, de transition de territoires extrêmement spécialisés. Et nous toucherons également un mot des leviers, notamment de soutien public et la politique agricole commune. Après cette première table ronde, nous aurons une carte blanche intitulée « La bio pour la vie » de mon collègue député, mais également et surtout paysan et à Grenoble, Benoît Biteau, que je remercie chaleureusement aussi pour sa participation. Une carte blanche qui s'annonce donc comme une surprise. Et après cette belle matinée bien chargée, nous nous retrouvons entre midi et 2 pour un cocktail déjeunatoire, cocktail de produits issus d'agriculture biologique, naturellement, évidemment. Nous reprendrons ensuite à 14 h, on va essayer de tenir les délais, avec une deuxième table ronde consacrée à l'action des territoires pour favoriser la transition écologique. Des perspectives réjouissantes, loin de la morosité sénatoriale et nationale, pour évoquer la protection de notre eau, de nos zones de captage grâce à la conversion des pratiques agricoles ou l'implantation de producteurs en bio. Nous y évoquerons également des efforts pour faire évoluer la restauration collective vers le maximum d'utilisation de produits biologiques, voire vers le 100%. Tout cela nous permettra d'évoquer les bénéfices du bio, les externalités positives en bon jargon et la nécessité de les rémunérer pour les massifier grâce notamment au paiement pour services environnementaux. Vous l'aurez donc remarqué, ou vous le remarquerez, dans cette table ronde, le panel des élus est transpartisan, de gauche à droite, et très peu estampillé les écologistes. C'est à la fois voulu, c'est parfaitement volontaire. Si nous sommes historiquement d'ardents défenseurs de la bio, il est fort heureux
que son accompagnement par les pouvoirs publics locaux dépasse largement nos performances électorales. Mais évidemment, nos collectivités ne sont naturellement pas en reste. Je pense à la métropole de Lyon, le vaisseau amiral des collectivités écolo, qui a quadruplé le budget consacré à l'agriculture en 3 ans pour accompagner 80 projets d'installation en agriculture bio et durable, pour atteindre l'an prochain 100% bio, dont 50% local, frais et de saison, dans les 66 cantines de ces collèges. Je pense également à Strasbourg, qui a lancé 33 PSE pour accompagner des agriculteurs bio. Je pense à Tours, qui exonère de taxes foncières les agriculteurs bio. Et puis je pense évidemment comme Isérois à Grenoble, qui vise aussi le 100% bio dans les cantines, a créé 3 fermes urbaines en bio et expérimente la sécurité sociale de l'alimentation. Sécurité sociale de l'alimentation qui fait d'ailleurs l'objet d'une PPL de notre collègue Charles Fournier, qui sera débattue le 20 février, dans quelques jours, dans la niche des écologistes à l'Assemblée nationale. Enfin, avec notre dernière table ronde, après une petite pause, nous essayerons de comprendre la dynamique de marché derrière la consommation biologique et tracer des pistes de solutions pour que le bio ne soit plus un acte d'achat occasionnel, mais bien un réflexe du quotidien. Nous évoquerons les habitudes et la perception des consommateurs, ferons état des données de la consommation de produits bio à date et envisagerons les perspectives de sa distribution en grande et moyenne surface via des marques industrielles dont on interrogera la capacité à devenir grand public. Une fois encore, l'idée est de se projeter au-delà des circuits courts et de la vente directe pour envisager la bio comme le modèle alimentaire global de demain. Nous laisserons enfin Juliette Duquesne la lourde tâche de synthétiser la richesse d'une journée d'échange et de nous renvoyer chez nous, je l'espère, sur une note bien plus optimiste que celle de cette introduction. Je vous remercie, je vous souhaite un bon colloque à toutes et à tous, une très bonne journée et je laisse la parole à Philippe Camburé, président de la FNAB. Merci à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et pour faire plus vite, donc je vais m'associer à tous les remerciements qui ont été formulés jusqu'à présent. Je suis très fier aujourd'hui en tant qu'agriculteur d'être devant vous ce matin et je me suis interrogé comme vous devant le titre de ce colloque avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation à la fin du titre sur la place de l'agriculture en tant que modèle. Est-ce qu'à la fin de la journée, on aura déterminé notre position? Est-ce que ce sera vraiment un point d'exclamation ou encore une question qui se posera? C'est pour moi l'enjeu que je vois dans cette journée. En tout cas, cette journée, elle intervient à point nommé parce que le contexte actuel devait nous permettre normalement la controverse sur ce que peut être le modèle agricole de demain. Normalement. En tout cas, le début et ensuite le débat sur la loi d'orientation agricole aura été le moment, ou jamais, de se demander s'il était pertinent de rester dans une course effrénée à la productivité, en tant que poursuivant, qui se rêve encore en leader et premier garde-manger du monde, prêt à sacrifier sur l'autel de la compétitivité les composantes essentielles d'un modèle agricole durable que sont, à part égale, l'humain et la nature. Les solutions basées sur la nature, le vivant et le vrai bon sens doivent retrouver leur place et s'imposer enfin face à une dépendance toujours accrue aux artifices et autres technosolutions. L'agriculture de demain sera celle qui sait faire sans. Pas d'interdiction sans solution, on l'a entendu à maintes reprises depuis 1 an et demi. Eh bien oui, l'agriculture biologique se définit bien souvent comme une agriculture qui sait faire sans OGM, sans pesticides de synthèse, sans engrais azotés qui alimentent l'économie de guerre de la Russie, etc. Portée par un bel élan jusqu'en 2019, l'agriculture des solutions, elle, connaît depuis un désamour injuste du public, bien peu compensé par les politiques publiques. Agricultrices et agriculteurs bio, dépourvus d'une rémunération des services écosystémiques appelés jusque-là aide au maintien, subissent en plus une baisse des prix, une baisse des ventes et des années climatiques catastrophiques. Alors les prix
normalement objet de toutes les attentions des lois Egalim successives, les prix n'ont pas suivi l'inflation et se sont parfois retrouvés dépassés par les prix conventionnels. Cela n'a pas suffi à maintenir l'offre en grande et moyenne surface qui a baissé 3 années de suite. Néanmoins, des signes de reprise apparaissent dans certains segments de marché, mais il nous faut rester plus que jamais mobilisés pour enrayer durablement la stagnation des conversions. La fermeture des coopératives bio, en somme, la réduction de la capacité de production. Parce que demain, la reprise pourrait se montrer rapide et voir l'offre à nouveau dépassée par la demande, ce qui engendrerait rapidement un recours à l'import, rien de tel pour déstabiliser encore les filières en construction. Si cette LOA se voulait être celle du renouvellement des générations, on attendait d'elle qu'elle fasse la part belle à toutes ces candidates et ces candidats qui se présentent avec un projet plein de bon sens, avec de l'agronomie vraie et des pratiques durables. Leur permettre leur installation relève de la responsabilité collective. Sans cela, on se privera de 30, 40, parfois 50% des porteurs de projets, selon les régions. Nous avons cru en notre projet d'installation, nous leur devons de croire en le leur. Et tout est prêt pour cela. Les solutions basées sur la nature feront toujours mieux leurs preuves, pourvu que la recherche et l'expérimentation aillent dans leur sens avec des moyens dédiés conséquents. Les élus de nos territoires sont autant attachés au dynamisme rural porté par une agriculture diversifiée et nourricière qu'à la qualité de l'eau et à la qualité de vie de leurs administrés. Nos collectivités veulent garder la main sur les fragiles équilibres locaux. Enfin, concernant la consommation, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, la croissance à 2 chiffres des parts de marché. C'est pas si vieux. Et pourtant, c'était intense. Il n'y a pas de raison qu'avec une vraie politique de relance de la demande, nous ne puissions renouer ce lien de confiance avec nos citoyens. Dans quelques jours, l'agence bio dévoilera le parcours de la reconquête vers plus de bio, à la cantine, au restaurant, à la maison. Alors, le modèle agricole de demain devra être au service du vivant pour en tirer les meilleurs fruits, au service du vivant, mais au service aussi de la population pour redonner du sens au prix et à la valeur de l'alimentation. C'est l'enjeu pour moi le plus fort aujourd'hui. C'est un nouveau contrat de solution que nous devons rédiger ensemble et signer bientôt. Alors je souhaite, pour le préparer, bienvenue aux différents intervenants et intervenantes qui vont éclairer cette grande maison qu'est le Sénat pour les choix qui lui reviennent. Bonne journée, merci.